Zone Floue, c'est un espace de dialogue et d'écoute néo-antiraciste réalisé dans nos salons à Grenoble. Né de la volonté d'un espace intime, en non-mixité racisée et locale, on y aborde les problématiques liées au racisme et pas que. Psychophobie, classisme, sexisme. En gros, la lutte intersectionnelle avec comme point d'entrée le racisme, le colonialisme et l'impérialisme. Dans ce premier épisode pilote avec Ostran, Amar et Aïda, seront abordées la création du podcast, la non-mixité racisée, le faire communauté, ainsi que les fractures dans la sphère de l'intime. J'espère qu'il n'a pas été sage aujourd'hui. Je comprends pas. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas. Parce qu'il faut un petit peu savoir désobéir. Réinterroger le cadre, c'est une forme d'intelligence, non? Zone Floue. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on a plusieurs questions à se poser entre nous. Pour se présenter, c'est plutôt informel. Et c'est le début d'une série pour un podcast. Première question, comment est-ce qu'on se présente? Quelles sont nos identités plurielles? Quelle est notre définition de nous-mêmes et les mots avec lesquels on est à l'aise, nos pronoms, etc. Yes. Alors, qui commence? Ouais. Je peux y aller si vous voulez. Ok. Du coup, moi c'est Amar. Mon pronom c'est il. Je suis né à Grenoble. Je suis algérien aussi. Je sais pas quoi dire. Je suis kabyle. Yes, c'est parfait. Ok, nickel. Et t'as fait quoi comme étude? Ouais, j'ai fait les Beaux-Arts à Grenoble et c'est comme ça aussi qu'on s'est tous rencontrés ici. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas trop. Ouais, j'ai 24 ans aussi, si ça, si ça importe. Et voilà. Super. Alors, Du coup, Aïda, 30 ans, pronom Yel, elle. J'habite à Grenoble depuis 10-15 ans. Et donc, j'ai fait les Beaux-Arts, effectivement, où j'ai rencontré Ostran et Amar. Et là, actuellement, je donne des cours d'art plastique. Et je me définirais comme afro-descendante. Je suis plus trop à l'aise avec le terme métisse. Voilà. Donc, d'origine sénégalaise, guinéenne, franco-belge. beaucoup. Ouais. Merci. Alors, moi, c'est Ostran, 31 ans. Et je suis actuellement encore aux Beaux-Arts de Grenoble, où j'habite depuis une bonne quinzaine d'années aussi, je dirais. Donc mes pronoms sont plutôt elle, mais je peux me genrer au masculin de temps en temps. Et alors moi je me définis donc comme une femme lesbienne masculine issue des immigrations algériennes et italiennes. J'ai un peu de difficulté à placer le curseur de par ce mélange et le fait d'avoir été élevée dans des milieux finalement très blancs. Donc ma façon de me définir va aussi changer selon les contextes. Voilà. Oui. Et ça, c'est un concept qui est bien décrit dans les identités meurtrières de Amin Maalouf. Mm-hmm. Que justement, en fonction des époques et en fonction des personnes qu'on a en face de nous, on va se définir différemment. Ouais. Donc là, moi, c'est face à vous que je dis je suis afro-descendant et je me vois pas comme métisse, mais finalement, la sphère publique, je vais plutôt dire que je suis métisse pour plus de simplicité. Ouais, il y a cette question-là aussi de comment on se définit, mais comment on nous définit aussi. Ouais. Quel a été votre point de départ d'entrée dans le militantisme?
S'il y en a eu un, en fait. S'il y en a eu un. Moi, je peux commencer si vous voulez. Je pense que mon point d'entrée, ça a été de dire ok, je vais aller vivre aux États-Unis parce que je veux me sentir anonyme. Et je le disais pas comme ça à l'époque, donc j'avais 19 ans. Déjà à 17 ans, je l'avais en tête. Je voulais partir aux États-Unis parce que je voulais trouver ma communauté. Et en fait, rétrospectivement, c'était une démarche militante. Mais je m'en rendais pas encore compte. J'avais besoin de beaucoup de lecture, de conversation. Et donc, à mon avis, moi, mon point d'entrée dans le militantisme, ça a été vraiment l'antiracisme, parce que j'ai subi énormément de harcèlement scolaire du fait de ma couleur de peau, de mon nom, mon prénom. Et j'ai subi du colorisme aussi dans ma famille. Et donc, c'était extrêmement complexe parce que je n'avais pas vraiment d'alliés, ni d'un côté ni de l'autre. Bon, ça, c'est des sujets qu'on pourra aborder plus tard. Quand on est métisse, c'est la problématique récurrente. Et donc, mon point d'entrée dans le militantisme, ça a été vraiment l'antiracisme. Et ensuite, plus tard, je me suis ouverte au féminisme intersectionnel, à tout ce qui était écologie, écoféminisme, etc. Donc ça a vraiment commencé avec l'antiracisme. Oui, moi oui. Toi, ouais, vraiment. Okay. Moi, mon point d'entrée, ça a plus été... j'étais au lycée, j'avais des potes qui militaient dans des syndicats étudiants. Du coup, ça fait d'abord là-dedans, dans des mobilisations étudiantes. Je sais plus ce que c'était à l'époque. Je crois qu'il y a eu la loi travail, il y a eu la loi Macron aussi, je crois. Et voilà, c'était là-dedans. Après, à la fac aussi, j'ai commencé à militer, pareil, dans le même genre de... Enfin, des trucs étudiants. Mais je me suis plus radicalisé. Et mon point d'entrée dans la militance antiraciste, je sais pas si je suis vraiment très militant antiraciste non plus, mais je pense c'est se rendre compte que le milieu militant, au moins à Grenoble, il est très très blanc. Et du coup, il y a aussi besoin de se retrouver entre nous. Il y a eu des petits débuts de gestes de se retrouver entre nous, entre personnes du milieu militant de Grenoble, mais ça n'a jamais trop abouti, et voilà. Et de la même manière, je ne sais pas si je me définirais comme militante à proprement parler, dans le sens où j'ai tendance à considérer que le militantisme est un travail de terrain. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas en être encore là. Disons qu'à part quelques manifs et un lien qui commence à se créer avec des assos, je n'ai pas l'impression d'avoir cette légitimité, on va dire. Mais je dirais que du coup, depuis quelques années, mon travail artistique et documentaire va converger de plus en plus vers le collectif et vers des zones diasporiques locales notamment. Du coup, je me rapproche un petit peu d'assauts ou de zones où on va verbaliser un petit peu des problématiques décoloniales notamment. Et mon point d'entrée à cette sensibilisation, du coup, c'était il y a une dizaine d'années sur les réseaux sociaux, au final, comme beaucoup de personnes. Après avoir été en manif, pareil que Amar, pour des sujets un petit peu plus généraux, on va dire, des lois ou... c'était peut-être pas la loi travail, mais à l'époque, il y avait tout un tas d'autres choses. Parce que... Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à certains sujets, dont le féminisme et l'antiracisme, via Twitter notamment, où j'ai trouvé un terrain où il pouvait y avoir échange et surtout où j'ai pu trouver des ressources et me documenter un petit peu sur ces questions-là. Ok. Mais du coup, ça me questionne parce que tu te sens pas légitime en tant que, dans la militance, alors que, moi, ma vision d'être militant, c'est pas forcément justement être sur le terrain. Je trouve ça hyper intéressant et du coup, j'aimerais bien qu'on en discute à l'occasion. Carrément. Je pense que c'est un sujet qu'on peut évoquer, même si c'est un sujet sur le... En fait, si je présente les choses comme ça, ça rejoint un petit peu la prochaine question qu'on va poser. Donc peut-être que je peux enchaîner avec ça. Donc la question, c'était comment on se situe politiquement, il me semble. Et du coup, moi, j'ai tendance à me positionner très, très à gauche depuis toujours.
Et donc là, actuellement, depuis, on va dire, à peu près 1 an ou 2, mes réflexions politiques me rapprochent de plus en plus de pensées marxistes et matérialistes, et du coup de problématiques de classe. Et donc, ce serait très difficile à résumer, mais au final, il se passe que j'ai cette idée du militantisme donc sur le terrain concret qui se dessine de plus en plus. Avant les idées, avant le militantisme, ce qu'on peut considérer comme du militantisme Internet, par exemple, sur les réseaux, etc. Alors après, ça ne veut pas dire que l'un n'empêche pas l'autre, en fait, finalement. Mais voilà, je n'ai pas envie d'enlever une certaine légitimité à certains acteurs, actrices de terrain, alors que j'y suis pas encore tellement, quoi. Ok, oui, je comprends mieux, du coup. Ok. Ouais, parce que du coup, pour moi, le militantisme, ça peut être aussi prendre soin de soi et prendre soin de nos communautés et militer à travers l'art. Après, effectivement, ça peut être, je pense, vu et vécu par les militants, justement, marxistes et matérialistes, comme la militance intellectuelle est un peu éloignée, en fait, de la réalité. Donc, oui, je comprends tout à fait. Et du coup, moi, je me définirais, où je me place politiquement, très à gauche aussi. Je pense à l'intersection de toutes les luttes, que ce soit la précarité, tout en fait. Je dirais en fait que je suis woke et volontairement pour que ce soit provocateur. Parce que justement, ça pose, ça crée des polémiques et voilà, moi je me revendique woke sans gêne. Ouais, je vois. Ok. Et toi, Amar, politiquement, est-ce que tu... Ouais, je me dirais aussi que je suis très à gauche et que je suis proche de pensées indigènes et indigénistes, je dirais aussi. Et ouais, j'ai pas plus de choses à dire. Ouais, très à gauche et très porté sur les gens de ma communauté, de nos communautés et tout ça. Ouais. Non, mais c'est sûr que faire communauté, c'est déjà militer au final. Et après, il y a tout un tas de questions personnelles, je pense, qu'on évoquera aussi après, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, qui viennent... je pense qu'ils viennent altérer aussi un sentiment de légitimité potentiellement, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on apporte à la cause? Est-ce qu'on apporte à la lutte? Mais je pense que même les militants qu'on voit comme des militants hyper connus, reconnus, ont ces questions-là aussi. Bien sûr. Donc, complètement. Aussi, il y a une question qui n'a pas été posée, mais on a dit quel a été ton point de départ d'entrée au militantisme, mais quel a été aussi comment tu t'es défini plus ou moins en grandissant avec ta race. Et je pense que ça peut être intéressant comme question. Oui, bien sûr. J'y réponds. Oui. Ouais, ça me fait penser à la question du podcast Kiffe ta race, du coup. Ouais. Okay. Donc, comment tu la formules, la question quel a été ton point de départ, mais plus, comment ça évolue, comment tu t'en es rendu compte que tu étais différent ou... Oui. Ouais, tout ça. Oui. Carrément. Est-ce que tu veux commencer pour répondre, ou Aïda? Ouais, je peux y répondre. Quand est-ce que je m'en suis rendu compte? Je peux faire un petit parcours, mais en gros, quand j'étais petit, j'étais dans un quartier assez blanc et du coup, on était assez peu d'arabes dans mon école. Et je pense que là, je m'en étais rendu compte, mais que je ne l'avais pas plus formulé que ça. Et qu'après, j'étais au collège, dans un collège de quartier, et du coup, il y avait plein d'arabes. Du coup, on était presque la norme et je me sentais pas trop... Ouais, il n'y avait pas de différence, quoi. Et je pense que ça a été après le repassage au lycée où c'était un milieu très blanc que je me suis rendu compte que... qu'il y avait une différence. Et aussi de subir des petits trucs des profs. Ça m'a fait me rendre compte que voilà, quoi. Ouais, que ça avait un vrai impact sur ta scolarité ouais, c'est aussi. Ça. Et que la façon dont tu te définissais
la façon dont tu te percevais n'était pas forcément la façon dont l'extérieur blanc pouvait te percevoir aussi, j'imagine. Ouais, c'est Il y a un ça. décalage. Ouais, c'est tout de suite. Enfin, c'est quand t'es le seul arabe dans un milieu blanc, t'es tout de suite très stéréotypé, très. Ouais. T'es vu sous un prisme, quoi. Ouais. Et ouais, je pense que ça a été ça le moment où je me suis rendu compte et que j'ai plus commencé à me définir aussi en tant que rebeu, en tant qu'Algérien, tout ça. Voilà. Donc ça, c'était au lycée. Ouais, je pense. Ok. Je pense, de toute façon, on l'a tous toujours su, mais. Ouais. Mais Oui. ouais, il y a un moment où on se rend compte que c'est différent et on se rend compte de pourquoi c'est différent et tout ça, je pense. Ouais, carrément. Alors, en fait, je pense que ça va rejoindre un petit peu ce que disait Amar, c'est que moi, plus jeune, on me renvoyait beaucoup à cette zone floue du métissage, donc avec beaucoup de questions, de la curiosité, de la fétichisation aussi. Donc, les enfants métis sont les plus beaux, enfin, toutes ces phrases qu'on a, je pense, tous entendues ici. Et il y a aussi ce truc, en fait, où du coup, c'était dans un environnement principalement blanc parce que moi, je suis restée dans une scolarité et dans une petite ville de campagne exclusivement, enfin, très blanche en tout cas, et assez, un petit peu bourgeoise aussi au final. Et plus je vieillis et plus on m'identifie directement en tant que personne algérienne. Donc surtout les Algériennes et Nordaf qui semblent avoir un radar incroyable. mais aussi, du coup, évidemment, les populations blanches et notamment cette présence en école d'art qui fait qu'on me renvoie très facilement à ces sujets-là, qui sont des sujets que je peux décider de traiter aussi, ou non, mais même quand je décide de ne pas les traiter, il y a une attente et il y a une curiosité aussi qui n'est pas forcément présente pour d'autres personnes blanches, du coup. Et du coup, je pense que la bascule, elle a pu se faire aussi un peu à l'âge adulte, où je me suis sentie perçue différemment, donc mis dans certaines cases. On m'a enlevé un petit peu cette case du métissage qui est déjà très, très étouffante, et où on a décidé de me renvoyer que j'étais Nordaf, quoi, malgré le fait que j'ai grandi dans cet environnement blanc et avec une déconnexion très grande avec cette culture algérienne au final. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une bascule qui a été très progressive au final. Ça n'a pas été super soudain. Ouais. Mais c'est bien, enfin, tu parles beaucoup de métissage et moi je trouve que ça n'a pas trop été un truc auquel on m'a renvoyé particulièrement. Soit j'étais blanc, soit j'étais rebeu, mais j'ai jamais été D'accord. un mix, je trouve. Ah ouais. Mais c'est peut-être aussi un truc plus pour des personnes féminisées plus que pour peut-être aussi, les hommes, je dirais. Ah. Peut-être un fétichisme derrière, je sais rien. Mais, C'est vrai qu'en tout cas, chez les personnes sexisées, être métisse, c'est une case que tu coches pour être plus sexy, quoi. Enfin, plus sexy, plus proie, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ouais, j'avais pas du tout pensé à ça, que en fait, les hommes métis pouvaient moins cocher cette case, quoi. Ouais. Après aussi, je pense c'est que comment dire, aussi je pense c'est aussi un truc pour des personnes noires et je suis pas noir et du coup le métissage, tu veux dire? Enfin, je sais pas, mais genre il y a pas une apparence d'un rebeu métissé, quoi. Je dirais. Enfin, il y a pas un stéréotype de. Non, on n'a pas une image, on n'a pas une vision de ce qu'est le métissage. Alors que, en fait, en vrai, le métissage, même chez les afros, il est hyper varié. Et justement, il y a plein de gens qui disent mais attends, mais comment ça, Yael est métisse, ça se voit pas, ou mais non, mais Yael est pas métisse, Yael est noire. Le métissage, il est. Mais ouais, effectivement, on parle moins de métissage dans les communautés maghrébines que. Après, je trouve que c'est quelque chose qui peut se ressentir aussi au niveau familial. C'est-à-dire que moi, dans la famille de mon père algérienne, on avait tendance à me considérer comme blanche et donc comme ayant des attributs enviés par les personnes colonisées. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait plein de choses qui font que j'avais les cheveux moins crépus, par exemple, que mes tantes. Tout un tas de choses avec lesquelles on allait me renvoyer à ce champ de blanchitude. Et de l'autre côté, il y avait ce renvoi de l'autre côté de ma famille qui était blanche et donc franco-italienne, au fait que j'étais aussi une petite arabe, mais pas que. Donc
que je pouvais me faufiler et aussi avoir l'air le plus blanc possible pour mieux réussir, quoi. Donc j'ai l'impression que ce renvoi, il occure à ce niveau-là, et aussi, comme tu dis, au final, parce qu'en tant que femme, on est sexisé enfin, on est sexualisé, pardon, et fétichisé. Donc les commentaires sur l'apparence physique aussi quand t'es enfant vont venir beaucoup plus facilement, quoi, auprès des parents. T'arrêter dans la rue pour dire ah, qu'est-ce qu'elles sont belles, en parlant de ma sœur et moi, quoi. Ouais. Et, Ah ouais. Mais c'est super intéressant aussi de voir comment, en tant que personne élevée, en tant que garçon ou en tant que fille, il peut avoir des différences aussi. Ouais, ça, je pense que c'est une force qu'ont tes Amar, en fait. Ouais. Merci. J'ai oublié la question de base, du coup. C'était, c'était quand tu t'en es rendu compte que t'étais racisée super tôt, moi. Super tôt. Je pense après, peut-être que je m'avance, mais moi, j'ai pas de white passing du tout, déjà. Voilà. Et donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai grandi avec ma mère, qui est blanche, et je lui ressemble absolument pas. Vraiment, pas du tout. Donc, tout le monde pensait que j'étais adoptée, et tout le monde me le disait. J'ai déjà eu des parents de copines, entre guillemets, qui me disaient « Mais de toute façon, toi, t'es adoptée ». Bon, déjà, de toute façon, même si ça avait été le cas, c'était aberrant comme remarque. Et donc ça, c'était hyper tôt. Et je me souviens que j'ai beaucoup répété la question à ma mère. Mais maman, pourquoi tu me mens? J'ai été adoptée et tu me le dis pas. Parce qu'en fait, on me renvoyait tellement à cette question quand j'étais enfant. T'as été adoptée, mais en fait, c'est pas ta mère, c'est ta grand-mère, c'est pas ta mère, etc. Que du coup, ça me rentrait dans la tête. Et à chaque fois, ma mère devait ressortir une photo de ma naissance pour montrer, regarde, ça, c'est moi, ça, c'est toi, ça, c'est ton père. Et elle avait la phrase, un peu cliché, quoi, que à la base, j'ai adoré, mais que maintenant, je trouve problématique. Ton papa, il est café, ta maman, elle est lait, et toi, t'es café au lait. Et c'est très beau, c'est la plus belle chose du monde. Les métis, c'est l'avenir du monde, etc. Donc, voilà, j'ai grandi avec ça. Et en fait, dès le primaire, moi, j'ai grandi en Haute-Savoie. Dès le primaire, il y avait déjà beaucoup de racisme, en fait. Mais vraiment, du racisme. On me demandait si je me lavais, si j'avais du savon chez moi, parce que j'avais une peau qui ressemblait au caca. Et puis je pleurais, et puis après ma mère s'énervait contre les enfants qui avaient dit ça, mais en fait le problème c'était pas tant les enfants, c'était plutôt les parents. Voilà. Et du coup, je pense que je m'en suis rendu compte très tôt. Et du côté de mon père, ça on aura l'occasion d'en parler, mais c'était pas safe non plus, parce que j'étais la petite blanche, je rougissais comme les blancs, je parlais comme les blancs. En même temps, bon, je suis née à Paris et j'ai grandi en Haute-Savoie, entourée de blancs. Moi, du coup, toute ma scolarité, pour le coup, primaire, collège, lycée, ça a été entouré de blancs. Ok. Et il y avait quelques noirs et arabes, mais on était de fait assez isolés dans nos groupes parce qu'on ne voulait pas faire du séparatisme, ce qu'on appelle du séparatisme, je pense. Puis je pense qu'on n'était pas réveillés à tout ça, et même on se faisait du mal entre nous. Voilà, je me suis pris des remarques genre « mais t'es pas une vraie métisse parce que tu portes pas des tissages » ou ce genre de choses de la part de personnes racisées. Et donc, je m'en suis rendu compte très tôt. Je pense que c'est aussi ce qui a rendu mon rapport à la lutte assez émotionnel, quoi. Et que c'est un vrai trauma. Je peux vraiment qualifier ça de trauma. Ouais, c'est une déchirure. Ouais. Voilà, c'est ça. Et les États-Unis, c'était un bon début de réparation, on va dire. Voilà. Autant dans l'idée que concrètement, comme tu l'as vécu, quoi. Oui, une fois que je suis arrivée là-bas, que j'ai vu des gens qui me ressemblaient, des coiffures, voilà, les cheveux, on en reparlera, mais des gens qui me ressemblent et juste pouvoir faire les premières marches, en fait, qu'il y a eu par rapport aux jeunes qui se faisaient tuer, juste parce qu'ils étaient noirs et qu'ils portaient une capuche, ou que... en fait, juste ça, enfin...
ça m'a fait du bien. Je me suis dit, OK, là, je me sens à ma place. Ouais. En France, malheureusement, les communautés afro, elles me rejettent. Les communautés blanches. Les blancs ne m'acceptent pas telle que je suis et ne sont pas mes alliés. Au moins, aux États-Unis, il y avait un début de quelque chose. Ouais, il y avait un sentiment Ok. d'appartenance, quoi. Et puis, oui, j'ai oublié de le dire, je suis descendante d'esclaves. Donc, Ouais. c'est quand même important. Ouais. Oui, ça, c'est hyper important. Alors là, je dirais que la question de faire communauté, elle est plutôt cohérente maintenant. Ouais, il me semble aussi, ouais, effectivement. Du coup, quelle est ton histoire personnelle du faire communauté? Alors du coup, comme dit plus tôt, j'ai grandi en milieu majoritairement blanc, ou très intégré, comme on dit, du côté algérien de ma famille. Donc la famille du côté de mon père est arrivée de la wilaya de Batna en Algérie juste après l'indépendance et s'est installée dans une petite ville à la campagne. Et du coup, dans la continuité des projets coloniaux assimilationnistes, quand mon père était petit, ses parents, ils exigeaient que tout le monde parle français à la maison. Il y a même ce truc où j'ai appris qu'ils devaient appeler leurs parents père et mère. Donc ça nous projette directement dans une espèce d'environnement bourgeois français qui ne leur correspondait pas du tout en tant que famille ouvrière plutôt précaire. Et du coup, plus tard, la plupart de mes tantes et mon père étaient les bons arabes, comme on dit. Donc je mets de grosses guillemets, même si on ne les voit pas. Selon les Français, évidemment, bien racistes de cette petite ville. Et du coup, c'était ceux qui écoutaient du rock, ceux qui buvaient de l'alcool de temps en temps, qui faisaient la fête et qui fumaient des cigarettes, quoi. Et donc l'Algérie, en grandissant, pour moi, c'était hyper lointain. C'était le folklore de quelques mariages, c'était les plats de ma tante par alliance qui était, elle, arrivée du bled dans les années 2000. Et c'était aussi les quelques mots que mon père il pouvait échanger avec des Algériens qu'il croisait dans la rue, dans notre ville. Et du coup, il y a ce truc du faire communauté qui est une zone très très floue pour moi, et c'est aussi pour ça que la question m'intéresse. Comment vous l'avez vécu et traversé au fur et à mesure du temps? Tu nous as déjà du coup donné quelques pistes à ton sujet, Aïda, mais je pense que du coup il y a une espèce de vide qui s'est manifesté pour moi au fur et à mesure, et c'est ce qui me mène aussi à ce besoin aussi de se retrouver en non-mixité, à ce besoin de projets ensemble, etc. C'est il y a un besoin de communauté, en fait. Il y a un besoin d'échange, besoin d'arrêter d'être isolé. Et ce que tu disais sur ton expérience à l'école, le fait qu'il y ait quand même quelques Noirs et quelques Arabes, mais chacun dans leur coin, voire des personnes qui s'infligent les uns les autres du racisme, c'est quelque chose qui me parle énormément aussi. Parce qu'on était quelques-uns, mais effectivement, il fallait qu'on soit greffé à des bandes de gamins blancs, quoi. Pour avoir une chance de ne pas être considéré comme communautaire. Et ouais, c'est un sujet qui me semble très intéressant et très d'actualité. Ouais, mais comme zone floue, ouais, je pense que c'est un bon récapitulatif. Carrément. Ce que tu disais. Parce que comment faire communauté en France, c'est ça qui est complexe, quoi. Ouais. Il y a tout qui est mis en œuvre pour qu'on puisse pas, et qu'on n'ait pas envie, qu'on ait peur de faire communauté. Ouais. On a conscience, je pense que si on s'installe à une terrasse et qu'on n'est que des personnes racisées, notamment de la même, du même pays, de la même ethnie, qu'on va être regardé ou qu'il va y avoir quelque chose, quoi. Et moi, le faire communauté, du coup, je le voyais pas en France. Et je l'ai ressenti aux États-Unis. Et je me sentais bien. Et par contre, il y a eu le choc de revenir en France et de à nouveau me retrouver dans la même situation. Et encore aujourd'hui, la question se pose de OK, là aujourd'hui, c'est aussi l'une des raisons, en tout cas pour laquelle moi j'ai envie de faire ce podcast, c'est que pour moi ça fait communauté, ça nous permet de dire OK, on a un espace qui est dédié à discuter de ces sujets-là, mais aussi inévitablement du coup on va continuer à en parler
en dehors du podcast et ça va générer plus de liens, ça va se concrétiser. Et comment faire communauté, je sais pas en France. On essaye en tout cas. On essaye. Ouais, je suis d'accord, j'ai pas trop de réponses sur le sujet, mais je suis d'accord que la France, c'est pas un pays qui veut de communauté, c'est un pays qui veut lisser tout le monde, mais c'est même assez, comment dire, la France, elle veut te lisser, mais elle veut aussi jamais te faire sentir français. Ouais. C'est clair. On nous plonge dans un paradoxe infernal, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, on n'a pas le droit d'exister en France. Ouais. Quoi. Ou alors, faut devenir plus raciste qu'eux, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça, faut être faut être Éric Zemmour, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou toi, tout à l'heure, tu avais une expression que malheureusement, j'ai pas retenue, mais il y a le nègre de maison aussi. Ouais. Pour, voilà. Ouais, l'arabe de service. L'arabe de service. Ouais. C'est ça. C'est soit faire ça, soit partir. Ouais. Soit rester chez soi, je sais pas. Ou rester caché chez soi. Ouais. Malheureusement, il y en a qui font ça. Ouais. Ouais. Qui restent dans leur quartier et ils ont raison, en fait. Ouais. Je pense. Ouais, c'était moins de se protéger, quoi. Ouais. Et encore même là, on n'est pas totalement en sécurité, quoi, dans les quartiers, malheureusement. Donc ce podcast, pourquoi ce podcast et quelles envies pour ce podcast? Alors pourquoi ce podcast? Je vais peut-être commencer parce qu'en fait, du coup, les événements avec Naël, moi, m'ont fait prendre conscience que j'avais besoin de plus agir. Et donc ensuite, il y a eu un conflit avec ma mère, qui est pas le premier et certainement pas le dernier. Mais voilà, j'ai pris la décision d'enregistrer et de contacter Amar pour voir si on pouvait travailler ensemble pour en faire quelque chose. Voilà, pour sensibiliser aussi sur la fracture qu'il peut y avoir aussi dans l'intime. La fracture qu'on voit là actuellement suite à ce qui s'est passé, les événements, le meurtre de Naël, quoi. Elle est forte. Moi, ça m'a presque fait du bien dans le sens où aujourd'hui, il y a moins d'hypocrisie. J'ai l'impression que je sais plus quand la personne elle est raciste qu'avant. C'est peut-être aussi dû à mon cheminement personnel, mais j'ai l'impression que vraiment les événements avec Naël, ça a créé une fracture. Et du coup, la fracture dans l'intime, j'avais envie de la bosser. Et voilà, du coup, j'ai proposé à Amar ça. Et ensuite, du coup, Cindy Balaning, qui expose actuellement au magasin, le Centre national d'art contemporain de Grenoble, sur la thématique justement de la marche qui a eu lieu en 1983, la marche des beurs. Elle nous a rassemblés, du coup, pour nous proposer un projet de finissage d'exposition qui s'appelle Radio Savate. Et dans le cadre de ces réunions où on réfléchit un peu à ce qu'on va faire pour ce finissage d'exposition, finalement, moi, je me suis rendu compte personnellement que j'ai besoin de plus de place que 2 heures. 2 heures, c'est pas suffisant. J'ai beaucoup à entendre et beaucoup à dire. Et donc voilà. Je dirais les origines. Après, libre à vous de modifier mon récit. Il est très, très bien. Ouais. Et ouais, plus de 2 heures et du coup, trouver un premier terrain d'expression avec cet événement, du coup, de Radio Savate. Et ensuite, on s'est dit qu'il y avait tellement de choses à dire que... qu'il fallait plus d'épisodes au final. Et ça a donné un petit peu ce début de podcast. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais ouais, je pense que c'est aussi un moment où il y a besoin de prendre une parole sur certains sujets. Et je pense aussi pour ça qu'on a envie de faire ce podcast ensemble. Et puis on se connaît. On se connaît. On a fait la même école. Ouais. On a quand même on a du bagage en commun.
Et par rapport au podcast qu'on connaît, on peut citer Kif Taras, c'est vraiment la référence de base. En fait, on n'a pas le même background, on n'a pas d'enfants, on est en sortie d'études ou encore en études et on n'est pas reconnu dans la sphère, on va dire, purement académique. Et en même temps, on a une vision sur tout ce qui est artistique, culturel. Donc voilà, ça va être différent. Ouais. J'espère. Pas trop répétitif. De toute façon, il en faut toujours plus des sujets comme ça. Il faut les brasser. Je pense qu'effectivement, il faut aussi les brasser dans des villes de province comme Grenoble. C'est vrai. Et générer du dialogue, en fait. Comme tu disais, le podcast, on l'investit aussi, je pense, comme une base pour générer plus de dialogue, pour inviter aussi des personnes et offrir des espaces de témoignage à d'autres voix. Et des voix qui sont bien trop souvent silenciées, malheureusement. Donc, il s'agira aussi de construire des ponts entre différents vécus. Et effectivement, on se connaît et on est sur un background qui se ressemble, un background assez commun de personnes en école d'art. Mais voilà, l'idée, ça va être aussi d'aller vers d'autres vécus à partir de là, quoi. Est-ce qu'on n'écouterait pas, du coup, le podcast, le mini-podcast Ouais, on peut. Ok. Donc là, le podcast s'appelle « Bon, on n'en parle plus ». Et la récolte sonore, elle a été faite par moi, donc Aïda, et le mixage par Amar. Allô ? Ouais, moi. J'ai vécu du racisme de la part des Noirs. Ouais, c'est fou parce que t'as eu un enfant métis, mais t'en as pas profité pour, te renseigner en fait sur tous ces sujets. Alors pendant des années, en fait, moi, je t'ai entendu dire des trucs qui étaient problématiques. Des fois, par exemple, une fois, je t'ai dit que c'était vraiment grave que tu regardais TF1 et que t'aies des propos racistes par rapport aux jeunes arabes que t'avais dans tes classes. Je suis plus dure avec toi parce qu'en fait, t'as fait un enfant métis. Et donc, pour moi, t'as une forme de responsabilité de te former sur ces sujets-là. Il y a le racisme anti-blanc. Par exemple, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Et puis répéter constamment que t'as toujours rêvé d'avoir un enfant métis, t'as une certaine époque, mais en fait ça s'appelle du fétichisme. Et c'est hyper problématique. Et voilà. Du coup, si un jour tu veux que je t'envoie des ressources, ou si tu veux qu'on en discute, mais de manière vraiment purement intellectuelle, on peut. Mais moi, je peux pas recevoir tes paroles parce qu'elles sont problématiques. Ils veulent trop se placer en position de victime à chaque fois. Oui. C'est... Ben, écoute, on n'en parle plus. Hein? Je te mets en tout cas un gros bisou, Aïda. Passe une belle journée. Et puis, je suis bien dans tout ce que tu fais là. Hein? Merci. Toi aussi. Bisous. Au revoir. Mais justement, tu sais pourquoi j'ai commencé à récolter du son? C'est parce que ma mère a commencé à dire des trucs. Je me suis dit, J'ai dit, attends 2 secondes. J'ai raccroché. Ouais. J'ai téléchargé un logiciel pour enregistrer les conversations téléphoniques. Ouais. Je l'ai rappelé. Et là, je lui ai dit, vas-y. Du coup, j'ai tout son discours sur moi, j'ai vécu du racisme anti-blanc, Aïda. Quand j'étais avec ton père, j'ai subi du racisme. J'ai dit non, t'as été témoin du racisme que mon père subissait. Elle voulait rien entendre. Et plein de trucs comme ça. Et du coup, là, je me suis dit non, mais en fait, c'est des trucs, il faut que je garde les preuves. T'as bien raison. Ouais. Parce qu'il faut que je garde les preuves des violences dans la sphère de l'intime. Et il faut que je garde aussi des preuves des vraies discussions entre personnes concernées, en fait. Qu'est-ce qu'on ose se dire quand on est entre nous, et la différence en fait quand on est face à des gens blancs et fragiles par rapport à leur blanchité, quoi. Du coup, merci déjà pour
Merci. Ouais, c'est un podcast qui me semble très, très important, qui relate d'une manière très intéressante certaines expériences qu'on peut tous te traverser et qui est à la fois très spécifique à ton expérience. Du coup, moi, j'avais quelques petites questions, Aïda. Déjà, tu as l'air de dire que c'est pas la première fois que tu en parles avec ta mère. Est-ce que tu aurais envie de me dire un petit peu les occurrences précédentes, en fait, où tu as pu aborder le sujet avec elle, ce qui s'est passé et ce qui t'a mené à du coup, enregistrer tout ça, quoi. Ou est-ce que c'est trop complexe et vaste, parce que ça peut l'être aussi. Ouais, il vaut mieux que je résume, sinon je peux en parler pendant longtemps, je pense. Une relation enfant-mère est complexe, mais du coup, oui, j'ai déjà essayé d'en parler avec elle. La porte est fermée. La porte est fermée. Je pense que de son point de vue, elle a bien fait son travail parce que effectivement, elle m'a élevée avec des phrases comme tu es belle, ce qui est important, c'est la beauté intérieure, t'es métisse et c'est très beau. Voilà, me répéter ces phrases-là, pour elle, c'était implanter en moi des graines de confiance, mais c'était pas du tout raccord avec la réalité parce que moi, le harcèlement était tellement violent d'autre part que j'avais littéralement envie de mourir. Donc, c'était vraiment pas, c'était pas ancré dans ma réalité. Et quand il y a eu plus de conscientisation de ma part, plus de verbalisation des problématiques, notamment raciales, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de questions. Elle n'a jamais posé de questions. Donc, voilà, il y a eu cette fois effectivement où je l'ai pris, on s'est assises et je lui ai dit, écoute, je peux plus entendre ce que tu dis sur les jeunes arabes dans tes classes. Ça, c'est vraiment, il m'a fallu beaucoup de courage pour Donc là, tu étais l'affronter. déjà adulte. Ouais, je devais avoir dans la vingtaine. Ok. Ouais. Ok. Non, en fait, avant ça, ma mère, finalement, c'était ma seule alliée. Enfin, c'est ce que enfin, voilà. Bon. C'était ma seule alliée. C'était la seule qui disait que être métisse, c'est beau et que, donc, pour moi, c'était une alliée. Bien sûr. Voilà. Il m'a fallu du temps aussi pour admettre que, non, en fait, ma mère, c'est pas mon alliée et qu'encore aujourd'hui, je suis son token antiraciste parce que elle a eu son enfant métisse et donc elle peut pas être raciste. Voilà. Donc, je sais que la porte est fermée et j'ai décidé, c'est vrai, c'est sans son consentement, c'est pas cool de l'enregistrer comme ça. Mais en même temps, tout ce que j'ai subi avec elle, c'est pas cool non plus. Bien sûr. C'est même violent. Donc, de toute façon, elle l'écoutera probablement jamais. Et puis ouais, non, moi, je pense que j'ai assez de recul et assez de colère pour pouvoir enregistrer ça et le montrer. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, je pense que c'est bien qu'il y ait des exemples concrets, que les gens réalisent. Et pour ça, ouais, il faut des preuves. Et les preuves, c'est intime. Et ça peut être douloureux. Ça l'est quand même. Je vais pas non plus dire je suis totalement immune à la douleur que c'est de montrer ce que c'est que mon quotidien. Enfin, mon quotidien, pas tant, mais ce que c'est que ma relation avec ma mère de ce côté-là. Mais moi, je peux le faire. Du coup, je le fais, ouais. Pour les gens qui peuvent pas. T'as l'impression que ça fait partie de quelque chose qui est de l'ordre du soin, au final, aujourd'hui, de t'autoriser à le faire, quoi. Le soin, je sais pas. Alors, si on dit que la colère, c'est du soin, oui. Ouais. Parce que là, du coup, c'est un peu aussi l'expression de ma colère. Me dire, OK, ma colère, donc mes limites. Donc, OK, en fait, ça, c'est injuste. Si c'est injuste, je prends des preuves et ensuite, je les présente. Pas à la justice française parce qu'on n'y croit plus. Mais et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'elle s'en fout du racisme? Mais en tout cas, voilà, à des personnes racisées, à des personnes conscientisées, je pense que ça a du sens, ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, bien sûr, ouais. Merci. Merci beaucoup. Là, c'est marrant que tu parles de colère parce qu'au final, moi, ce que j'entends, et je te l'ai déjà dit à la première écoute, mais au final, c'est une colère qui est très, très canalisée, très structurée
Et en fait, on en parlera aussi dans de prochains sujets de podcast, je pense, mais c'est toujours assez fou de constater que ça, c'est de la colère, alors que ça, c'est des limites que tu exprimes et qui me semblent tout à fait entendables, a priori, qui, de toute évidence, ici, ne le sont pas, quoi. Mais ouais, c'est assez fou, le curseur de la colère, comme il peut être placé selon si on est blanc ou pas, aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. The Angry Black Woman. Voilà. Puis pas que black, à mon avis. Mais oui, c'est vrai qu'on n'entend pas ma colère, effectivement. On peut la deviner. Ouais. Je pense qu'on peut... on peut projeter sa propre colère, ressentir sa colère. Ouais. On l'entend pas forcément. Après, je suis pas toujours aussi calme avec ma mère non plus. Il y a des moments où je lui dis non, mais tu dis n'importe quoi. Voilà. C'est bien de le rappeler parfois. Mais c'est vrai que qu'est-ce que tu veux aller exprimer ta colère à des personnes qui ne peuvent pas la recevoir de toute façon, qui ne la comprendront pas. Bien sûr. Ça fait encore plus mal. Quand ta colère, elle est reçue avec du silence ou avec du mépris, avec de l'incompréhension, et tu vas juste te retrouver avec encore plus de colère et au final, c'est pas du soin. Là. Ouais. Donc, je pense que exprimer la colère, c'est une vraie question de où tu l'exprimes pour que ce soit une forme de soin aussi. Ouais, du coup, Amar, au début, quand on s'est vu pour parler du podcast qu'on voulait faire, de toute façon, toi, dans ton travail artistique, tu as la question un peu principale, j'ai l'impression, de comment on parle de la violence sans reproduire la violence. Ouais. Et c'est l'une des premières choses qui t'est venue en tête quand on s'est vu pour en parler. Qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, de travailler sur ce sujet-là, avec ces matériaux-là? Je pense que, je sais pas si je suis désensibilisé, mais je travaille beaucoup avec des trucs horribles, je lis des trucs horribles régulièrement, et du coup, au bout d'un moment, tu fais plus trop attention. Enfin, je pense que ça t'affecte, mais c'est moins, t'as pas une réaction forte, quoi. Et ouais, puis je trouve que c'est assez caricatural comme propos, là. C'est presque drôle par moment de... Parce que quand elle Non, ça crie, semble énorme. j'ai subi du racisme de la part des Noirs, c'est trop... Enfin... Ouais, non, du coup, je trouve ça va. Enfin... Ouais, non, c'était pas horrible comme expérience. C'est pas horrible. Non. Et puis j'ai vite fait mon cut et je savais ce que j'allais garder, ce que j'allais pas garder, du coup ça allait. Oui, puis au final, tu as beaucoup coupé de ce que ma mère disait et tu as beaucoup gardé ce que moi je disais. Ouais, Ça a c'était été une autre de mes questions. Ouais, vous avez beaucoup enlevé, du coup. Ouais. Oui, bah après, elle part... Enfin là, c'est genre des phrases choc un peu, mais après, elle développe son propos et tout ça. Et j'avais l'impression que si juste on gardait sa phrase choc, on comprenait c'était quoi la pensée derrière sans avoir obligé d'écouter des trucs racistes pendant 5 minutes. Ouais. Ça disait déjà beaucoup. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Ouais. Enfin, moi, j'avais un peu peur qu'on n'entende que moi et que ce soit, je sais pas, un peu un monologue, mais pas du tout. Non, ouais, avec le talent d'Amar. Merci. Ok, du coup, toi, Austran, je sais que tu l'avais déjà écouté par ailleurs, donc on n'en est plus à la première réaction. Ouais. Mais toi, ça t'a fait quoi? Est-ce que ça t'a fait résonner quelque chose de personnel? Alors ouais, évidemment, ça fait résonner des questionnements personnels. Alors, j'ai pas eu autant de virulence en face de la part de ma mère, mais j'ai aussi une mère blanche et aussi un passé de fétichisation de sa part et un passé de déni aussi de plein de questions. Ma mère se dit de gauche, ma mère a été aussi dans l'éducation nationale, donc c'est les personnes qui pensent que, comme le monde artistique dans lequel on gravite tous les trois, il y a des personnes de ces environnements-là ont tendance à penser qu'elles font preuve d'une ouverture d'esprit incroyable et que l'attrait qu'elles peuvent ressentir pour des cultures différentes font d'elles des personnes complètement juste pas racistes en fait, alors que pas du tout. Mais voilà, je m'égare un petit peu. En tout cas, c'était dès la première écoute, c'était une expérience forcément violente parce que effectivement, comme disait Amar, ça semble tellement énorme en fait de tenir ce genre de propos
très sentencieux en plus, quoi. Vraiment Ouais. hyper sentencieux. Et du coup, forcément, ça a une charge de violence qui est inouïe. Mhm. Et moi, j'ai été très admirative de ton aplomb, du coup, face à tout ça. Je comprends aussi totalement que tu puisses t'énerver plus que ça dans d'autres contextes. Mais en tout cas, je trouve que vous avez vraiment réussi à retranscrire à la fois cette tension aussi d'inquiétude de qu'est-ce qu'elle va répondre, qu'est-ce qu'elle va encore sortir comme dinguerie, quoi. Désolée des termes, mais voilà. Enfin, là, particulièrement à cette dernière écoute, du coup, où tu as encore plus avancé sur le son, Amar, il y a, je trouve qu'il y a vraiment cette sensation d'inquiétude, quoi. Est-ce que là, on y est? Est-ce que là, on va pouvoir se faire entendre ou pas du tout de nouveau? Et pas du tout, quoi. Et on souffle à la fin un petit peu plus parce qu'on t'entend et on t'entend verbaliser et on t'entend aussi être entendu par quelqu'un d'autre. De raciser, ouais. Ouais, voilà, une autre personne racisée qui entend ton expérience et qui te donne une force de légitimité aussi, j'ai l'impression. Mais voilà, expérience forcément brutale, comme elle l'est, quoi. Ouais. Comme elle est de base. Ok. Merci. Ouais. Merci à Cindy Banani et tous les participants de Radio Savate. N'hésitez pas à nous contacter et à très vite pour notre prochain épisode qui traitera de la colère.